Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mini-sommet des chefs d'État de la CEDEAO au Libéria sur la situation sociopolitique du Togo. La déclaration incendiaire du ministre togolais de l'Agriculture sur le Parti national panafricain et ses militants. Ce qui a mécontenté donc les militants de ce parti qui ont demandé des preuves au ministre togolais de l'Agriculture. Spécial invité pour cette émission d'aujourd'hui, professeur conférencier, il s'agit de M. Moussa Moussa Issifou, plus précisément Moussa Issifou. Il est professeur conférencier à l'université de la Caroline du Nord, ici aux États-Unis. Il va réagir sur les déclarations incendiaires du ministre togolais de l'Agriculture. Donc, Yves Kenao à la présentation, Malik Fall à la production. Nous allons vous conduire comme ça jusqu'à 60 minutes ensemble pour cette émission spéciale édition d'aujourd'hui. Vous êtes bien sûr sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Aujourd'hui, mardi 23 janvier 2018, les chefs d'État de la CEDEAO devraient se réunir au Libéria, à Monrovia, au Libéria plus précisément, pour se pencher sur la crise sociopolitique qui perdure au Togo. Jusqu'à cette heure, l'heure à laquelle nous émettons, nous n'avons pas encore des informations concrètes sur ce mini-sommet de la CEDEAO et nous ne savons non plus si ce sommet a eu lieu ou pas. Monsieur le professeur Moussa Issifou nous en parlera largement. Mesdames, Messieurs, mais l'information qui a volé, comment on l'appelle, l'information qui a pris le dessus sur le mini-sommet de la CEDEAO, c'est bien sûr les déclarations incendiaires du ministre togolais de l'agriculture, il y a de cela quelques jours, qui comparait et qui faisait une analogie entre le Parti national panafricain de Achadam et ses militants et aux djihadistes. Alors, cette déclaration a fait couler beaucoup d'encre du ministre togolais de l'Agriculture. Il s'agit bien sûr du colonel Urokura Agarazi. Ça fait couler beaucoup d'encre et ça fait beaucoup de mécontents dans le parti panafricain national du Togo. Et cela, les presses sur la place Salomé, et les presses privées, toutes les presses en ont parlé et le parti, les responsables du parti national panafricain de Achadam demandent au ministre Urokura Agarazi d'apporter les preuves de son accusation, de ses déclarations. Et, mesdames, messieurs, ce ne sont pas de petites déclarations. Ce sont des déclarations très graves. Et si vous n'avez pas de preuves, si vous n'êtes pas suffisamment informé, vous ne devez pas avancer de telles argumentations, de telles accusations. Comparez un parti national qui a fait révolutionner le Togo dans les années 2017, le comparer à un mouvement djihadiste, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement repugnant, c'est extrêmement... je ne sais quoi, les mots me manquent, mais comme je suis un journaliste, je laisse donc à quelqu'un d'autre le soin de nous exprimer ce qui peut amener quelqu'un de ce haut niveau, du niveau ministériel d'un pays, d'un État, à comparer une formation politique dynamique, une formation politique qui fait revivre toute une opposition d'un pays à un mouvement djihadiste. Mais moi, Yves Kenao, les mots me manquent. Je ne sais pas comment qualifier cette déclaration, je ne sais pas comment non plus l'analyser. Alors, je laisse le soin à quelqu'un qui connaît bien le Parti national panafricain, quelqu'un qui connaît bien la politique togolaise, quelqu'un qui est du milieu, d'où monsieur le ministre est. Le ministre est du milieu, il connaît bien le milieu. Monsieur, mon invité connaît bien le milieu, il connaît bien les habitants du milieu, il connaît leur comportement, il connaît leur sociologie. Alors, ensemble, on va analyser, on va voir comment
quelqu'un peut aller au-delà de l'imaginable pour comparer ses frères et sœurs, pour comparer sa propre population, pour comparer sa propre région à un mouvement djihadiste. Encore une fois, je vous le dis, les mots me manquent. Je l'ai écouté sur les médias sociaux, j'ai suivi toute la déclaration, elle est tellement d'une ampleur inimaginable. Alors, monsieur le professeur, je voudrais qu'ensemble, voir qu'est-ce qui a pu amener monsieur le ministre à avoir un tel comportement, à faire une telle déclaration. Mais avant d'en arriver là, je voudrais avoir vos impressions sur cette déclaration de monsieur le ministre togolais Ourokoura Agarazi. Merci, monsieur Yves Kenao. Merci, monsieur Malik Sall, pour l'opportunité que vous m'accordez encore une fois afin de m'exprimer par rapport aux déclarations du ministre Ourokoura Agarazi, le ministre de l'Agriculture du Togo. En effet, je pense que je ne serai pas le seul Togolais qui a été, disons, choqué et qui a été éberlué, si je peux le dire, par les propos de notre ministre. Je pense que le ministre, dans sa logique de vouloir servir des griots à tout prix, a oublié certaines règles. Parce que quand on est ministre, il y a des limites et lorsqu'on veut poser des actes. Et monsieur le ministre Agadazi n'est pas seulement ministre, il est un officier de haut rang de l'armée togolaise. Moi, ce qui me cœur ici, c'est que monsieur le ministre a traîné l'armée togolaise dans la boue. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les gens continuent par croire que l'armée, c'est une institution honorable. À plus forte raison, un colonel de l'armée qui va faire des déclarations tapageuses sans preuve. Et à chaque fois que l'on lui demande les preuves de ces déclarations, il se fâche. Il se met à attaquer les gens. C'est là où je n'arrive pas à comprendre, monsieur le ministre. Vous savez, monsieur Yves Kenao, notre problème au Togo est celui-ci. Le Togo est géré par un groupe de gens munis de haches, un groupe de flagorneurs, n'est-ce pas, qui ne font que, à longueur de journée, plaire à leurs menteurs, à leurs disons, bienfaiteurs, je vais dire, et afin de pouvoir garder les portefeuilles ou bien, disons, les avantages dont ils jouissent et pouvoir le faire à perpétuité. Donc, à force de vouloir garder ces avantages, des fois, on oublie certaines choses. On va jusqu'à perdre raison. On va jusqu'à perdre soi-même. On va jusqu'à perdre sa dignité. Et là, ça devient grave. Moi, je pense que monsieur le ministre a déjà franchi le cap de flagorneur. Il est une marionnette maintenant. Il n'est même plus un griot, mais une marionnette qui est prête à tout pourvu que comment l'appelle-t-on, les ficelles sont tirées de n'importe quel côté par, n'est-ce pas, son maître. C'est ce qui se passe maintenant au niveau de M. Agadazi, parce que ce n'est pas la première fois que ce ministre se permet de telles déclarations. Entre-temps, ce ministre avait produit un document et il avait produit ce document pour aller convaincre la population de Tchaoudjo, comme quoi les chefs traditionnels n'ont qu'à signer ce document pour dire que le PNP a usurpé de l'emblème du peuple Tém en utilisant le cheval comme son emblème, afin de conduire le PNP à la justice. Cela n'a pas marché. Il s'est attaqué au général Memeng, comme quoi son silence l'inquiète. Il faut que Memeng dise quelque chose par rapport à la montée du PNP. Lui ne l'a pas écouté. Voilà ce que ce monsieur fabrique. Voilà ce qu'il fabrique. Il a causé trop de problèmes jusqu'au
régime qu'il voudrait supporter. Parce que moi, je ne suis pas sûr que les gens sincères au sein du régime vont approuver ce que ce monsieur a dit. Donc voilà, là où on dit que trop de zèle tue le zèle. C'est là où nous sommes par rapport à ce monsieur, deux ministres à Gadazi. On en parlera beaucoup, on a beaucoup de choses à dire. Je m'arrête ici pour le moment. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous savez, j'ai écouté toute la déclaration, j'ai écouté la déclaration dans son intégralité. Je vais commencer par aller, par disséquer étape par étape, donc cette déclaration. Et commençons d'abord par son accusation dans la comparaison du mouvement, enfin, il a parlé du parti et après il dit que le parti national panafricain s'est transformé en mouvement. Ouais, ouais. Mais vous connaissez bien le milieu thème, vous connaissez bien la région. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire si sa logique, sa comparaison est quelque part une illusion ou une réalité? Heureusement qu'on dit que comparaison n'est pas raison. Alors, monsieur Agadazi est en train de surfer dans un mythe qui n'existe pas. Il s'est fait des idées. Je pense que le monsieur pense que, en insistant et en se levant chaque jour en parlant du terrorisme, du djihadisme et de ceci ou bien de cela, cela peut le devenir, mais ce n'est pas possible. C'était ses souhaits. Ce que ces gens oublient, parce qu'ils oublient que en souhaitant de ce genre de choses, ils s'attirent la foudre de ces gens-là. Personne au Togo ne souhaite avoir affaire avec les djihadistes. Tout le monde prie. Combien de fois au Togo, dans les mosquées, les mêmes personnes qui à Gadazi accusent de djihadisme n'ont pas prié pour qu'on n'ait pas ce phénomène-là dans nos pays? Je peux même dire que c'est grâce aux prières de ces gens que Agadazi accuse que ces gens-là s'éloignent. Parce que c'est un fléau que personne ne veut avoir dans son pays, à l'intérieur de ses frontières. L'islam est venu au Togo, ce n'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que, subitement, et on va le faire. Mais ce qui est encore marrant, c'est que M. Agadazi, lui-même est musulman. Il pratique cette religion-là depuis des années. Je peux même dire qu'il est né musulman. Donc ça veut dire qu'il aurait pratiqué pendant 60 ans, si son âge s'est tourné autour de 60. Mais dire qu'il ne sait pas faire la différence entre une apparence djihadiste, je ne dis même pas une réalité, une apparence même. Ce que là, c'est faire preuve d'une mauvaise foi qu'on ne peut pas décrire ici. Le degré de sa mauvaise foi est tel que je manque de mots pour la décrire. Vous savez, monsieur le professeur, nous connaissons tous le peuple thème, et quand on se rappelle que l'équipe de Sokoré, le nom était même les guerriers de Tchaoudjo Semassi. Les guerriers de Tchaoudjo, c'est un peuple guerrier, et je ne sais pas si c'est cela qui fait croire à monsieur le colonel de tenir de tels propos, mais on sait déjà que le peuple thème, c'est un peuple guerrier, un peuple qui est sur le cheval, et d'ailleurs on sait, chaque fois qu'il y a un match de Semassi, les Semo, comme on les appelle, les chevaux, les voitures, les supporters, c'est un peuple enthousiaste, c'est un peuple uni, c'est un peuple qui est toujours ensemble pour une cause commune. Je ne sais pas, c'est une force quand même de ce peuple, et c'est ce que nous voulons pour le continent africain. Il y a aussi un autre aspect de monsieur le ministre togolais. Il disait qu'il y a eu deux soldats tués chez lui. Deux soldats qui gardaient sa maison, sa villa, étaient tués par les militants du PNP. Monsieur le professeur, qu'en savez-vous exactement sur cette accusation? Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est là où même nous trouvons un peu bizarre la sortie de M. Agadazi. M. Agadazi a dit dans cette interview-là que c'était 200 personnes qui étaient à son domicile, et c'était ces 200 personnes-là qui avaient
assassiné les 2 militaires. Les questions que l'on peut se poser sont simples. Moi, j'aurais souhaité que le ministre de l'Agriculture vienne ici, ou bien au même moment qu'il faisait ces déclarations, qu'il puisse nous dire où il était pour compter 200 personnes exactement comme il l'a fait, et en même temps nous décrire comment l'assassinat a été fait. Parce que jusque-là, c'est lui qui a vu les faits, puisqu'il nous a donné au moins un nombre exact de gens qui étaient chez lui. Et donc, ça par conséquent, il sait comment ça s'est passé. S'il pouvait nous le dire et nous doiter des gens qui l'ont fait, je pense que nous tous, on souhaite que justice soit faite. Puisque la vie d'un homme est sacrée. On ne peut pas ôter une vie comme ça gratuitement. Non, nous condamnons toute violence d'où qu'elle vienne. Quel que soit celui-là qui commet cette violence-là, nous condamnons ça. C'est pourquoi nous demandons à Monsieur le ministre de nous fournir les preuves. Mais il y a une chose que Monsieur le ministre a oublié. Le ministre a oublié que lorsqu'ils ont concocté, lorsqu'ils ont planifié les événements du 16 octobre dont il parle, personne ne savait ce qui allait se passer ce soir-là. Ni le PNP, ni les leaders du PNP, ni les membres du PNP, ni la population togolaise dans son ensemble ne savaient que le RPT uni préparait l'enlèvement de l'imam Hassan de Sokodé, puisque c'est les événements-là, c'est de ces événements que nous parlons. C'est pourquoi je vais un peu parler de ça. Donc, ça veut dire que le ministre, que beaucoup accusent d'être le commanditaire de l'enlèvement du ministre, de l'imam de Sokodé, donc ça veut dire que c'est lui qui a tout planifié. Il a tout mis en œuvre, parce qu'il sait qu'à telle heure, le ministre sera enlevé, et il veut que ceci se passe dans le milieu. Donc, eux seuls, les 200 personnes-là, je pense que c'est, comment on appelle les miliciens de ce ministre-là. Parce que c'est lui qui connaît l'heure exacte à laquelle l'imam allait être enlevé. Parce que les événements qui ont suivi l'enlèvement de l'imam, entre l'enlèvement et ce qui s'est passé à Sokodé, il n'y a pas eu un écart d'1 heure de temps. C'était immédiat. Donc ça veut dire que quelque part, il faut que quelqu'un sache d'avance que cet événement aura lieu pour se préparer en conséquence. Parce que la réaction a été immédiate. Donc moi, mon analyse, c'est que les gens ont pensé au niveau du régime que la zone-là, Sokodé, Bafilo, était devenue le centre, disons, we can say, the ground zero de la contestation. Le centre, on va l'appeler, disons, l'épicentre du mouvement. Ouais, le noyau de la révolution. Donc, il faut rapidement anéantir, n'est-ce pas, faire disparaître cette contestation-là dans ces 2 milieux. Que faut-il faire? Il faut trouver un moyen. Sinon, comment expliquer que le jour-là même où on arrêtait l'imam, nous avions appris que Faure Gnassingbé avait déjà envoyé un émissaire parce qu'il veut rencontrer l'imam. D'abord, on nous a dit qu'il a voulu le rencontrer la première fois, l'imam a dit non. Mais la deuxième fois, il est de la troisième fois, il a dit, bon, je suis prêt. C'est au même moment et en même temps, Faure qui était allé en Guinée solliciter l'aide du président Condé. Alors que l'avion du président attendait sur le tarmac là-bas, à Lomé, pour embarquer les leaders de l'opposition, ce coup a été fait. Vous voyez, donc tout était fait à dessein. Ils savaient ce qu'ils faisaient. D'abord, c'est là où, par extrapolation, nous pouvons dire qu'ils l'ont fait d'abord pour éviter d'aller au dialogue. Ça, c'est un. Puisque tu ne peux pas aller demander le dialogue auprès de quelqu'un lorsque la personne est prête pour conduire ce dialogue-là. Vous le sabotez. Ça veut dire que vous n'avez plus envie d'aller à ce dialogue. De deux, ce que j'ai dit auparavant, pour Agadazzi, pour pouvoir maîtriser la zone, il faut commettre un événement, créer un événement vraiment dramatique qui pourra justifier de futures interdictions. La preuve est là. Dès que ça s'est passé, les marches ont été interdites à Sokodé, à Bafilo. Et jusqu'à présent, ils disent aux gens, vous pouvez marcher partout où vous voulez, mais pas Sokodé, Bafilo. Pourquoi?
Alors, si on peut suivre ces raisonnements-là, il va rattraper M. Agadazi, qui est en train de maintenant vouloir dévier le débat quelque part. Parce qu'il pensait qu'en criant djihadiste, tous les Togolais vont dire hé, non. Les Togolais sont des êtres pensants. Les Togolais sont mûrs. La preuve, ce qu'on appelle en anglais backfire, ça a eu un effet contraire à tous les niveaux. Même, je pense, jusqu'au point, comme je te le disais, j'avais dit ça dans une interview, il y a un ami, un ancien ami d'Amphi, qui est du RPT, bien convaincu, on se respecte. Il m'a appelé après les déclarations du ministre pour me dire, mais mon frère, votre frère là, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il me dit, votre frère là, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je dis, monsieur Agadazi, c'est ce qu'il veut. Mais une chose est claire, je vais envoyer ce message-là directement au président Faure, que Agadazi n'est pas en train de faire tout ça là pour lui. Agadazi fait tout ça là pour lui, Agadazi lui-même. Ce n'est pas pour Faure qu'il le fait, non. Il défend son ventre. Il veut, coûte que coûte, que ce régime-là soit encore là pour pouvoir continuer à vivre dans l'opulence insolente, alors que les autres sont en train de moisir dans la misère. C'est ce qui explique tout ça là. Donc pour Agadazi, il faut être trop extrémiste. Parce qu'au RPT, les gens se rivalisent d'adresse. Chacun veut qu'on dise que moi, je suis le plus loyal. C'est ce qui se passe, au fait. Donc sinon, dans quel gouvernement au monde, quelqu'un qui raisonne comme Agadazi aura une place dans un ministère? Moi, je n'en trouve pas. C'est pourquoi ces gens-là ont peur du changement. Parce que le changement signifie, ce n'est plus la médiocrité qui va régner, mais c'est l'excellence. Et quand on cherche l'excellence, Agadazi n'est pas qualifié pour être ministre. Monsieur le professeur, à vous entendre parler, c'est comme vous êtes en train de refuter catégoriquement les accusations du colonel Urukura Agadazi. Oui. Alors, qu'est-ce que le Parti national panafricain togolais, le PNP, a fait pour exiger? Est-ce que le PNP a exigé qu'une enquête soit faite afin de lucider toutes les vérités sur cette affaire précise de Tchaoudjo? Bien sûr, à travers le groupe des 14, parce que maintenant nous parlons, les gens parlent au nom de la coalition dans cette unicité d'action retrouvée. Donc, il y a eu des sorties au niveau de la coalition pour demander qu'une enquête indépendante soit diligentée afin de pouvoir faire la lumière là-dessus. Et je me rappelle, il y a de cela une semaine, quand l'honorable Jean Kissi et M. Antoine Folly étaient les invités sur une chaîne de radio au Togo, lorsqu'ils ont demandé que les preuves leur soient fournies, les gens sont venus du RPT pour les attaquer. Pourquoi ils sont en train de douter Nous sommes dans un monde de preuves. À part le passé, vous avez fourni des preuves, des faits que vous pouvez. Pourquoi pour ces deux faits-là, des faits si graves comme ça, vous ne gardez pas les preuves? Si vous les avez, montrez les preuves. Bon, alors, lorsque vous n'avez pas de preuves, alors cessez de vilipender les autres, de traiter les autres comme des criminels, tout simplement parce qu'ils ont osé dire que 50 ans de pouvoir, c'est trop. Mais c'est comme ça qu'on gère un pays où on ne veut même pas écouter raison, même des simples critiques, ça devient des problèmes. C'est comme si on nous dit, vous pouvez tout faire, mais ne parlez pas du pouvoir. Ça, c'est notre propriété privée. À combien vous avez acheté le pouvoir là? Nous avons dit que si Faure et son groupe pensent que les Togolais leur doivent quelque chose afin de pouvoir jouir de ce pouvoir, ils n'ont qu'à nous dire le montant. Nous allons nous cotiser, on va aller rembourser. Nous allons payer pour pouvoir avoir ce Togo-là libre. Nous ne disons pas qu'ils ne sont pas Togolais, mais nous disons que la façon dont ils gèrent le pouvoir, ce n'est pas comme ça, c'est démodé. Il y a des États modernes. Monsieur Kenao, lorsque nous sommes à côté du Ghana, le Ghana qui a franchi le cap de démocratie jusqu'au point où le Ghana maintenant envoie des satellites dans l'espace. Et nous sommes en train de commander la démocratie au XXIe siècle. Mais ça, c'est grave. C'est là où les Togolais n'arrivent pas à dormir maintenant parce que ce n'est pas bien, ça ne sonne pas bien.
au Bénin à côté. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous parlons d'alternance. On ne dit pas interdiction au RPT. Non. Alternance, il faudrait que les gens puissent sincèrement dire que nous aimons ce pays, nous voulons le servir, c'est pourquoi nous voulons être président. Ce n'est pas ce que nous voyons. Les gens pensent que même si on vote pour moi, je suis président, on ne vote pas pour moi, c'est ce qui crée l'immobilisme auquel nous assistons. C'est ce qui crée la médiocrité que sont en train de pondre les Agadazis et les Cris. Parce que il n'y a plus d'excellence, comme on ne poursuit plus l'excellence. On veut maintenant, c'est pas satisfaire ou bien récompenser les loyaux des plus loyaux autour du roi. Ce n'est plus une république. Même au temps des monarchies, il y a quand même des limites. Quand on veut nommer quelqu'un à un poste appelé, il y a la compétence qui compte. Maintenant, ce n'est plus ça. Le RPT, les jeunes, beaucoup de jeunes de notre âge, ils sont là en train de poireauter. On ne leur donne même pas ce qu'il faut. Les mêmes vieux sont autour, comme des vautours. Tout ça, c'est la gouvernance, ça. Vous dépensez de l'argent pour envoyer des jeunes à l'école. Ils reviennent ingénieurs, docteurs, tout ça là, et ils sont au chômage, des vieillards qui partent à la retraite 10 ans après, on les ramène. Vous voulez gérer quelle économie, avec quelle pensée, avec quelle éducation, avec quelle... I don't know. Donc ça veut dire que nous sommes en train de perdre de l'argent doublement. Vous formez des jeunes, vous ne les utilisez pas, et vous prenez des vieillards qui ne peuvent même plus réfléchir proprement, vous les nommez à des postes, vous les ramenez à des postes. Tout ça là, c'est des pertes de temps et d'argent. C'est tout cela qui fait que nous disons partez. Et lorsque vous dites ça, on dit c'est parce que vous êtes djihadiste. C'est pourquoi vous voulez que le gouvernement parte. Est-ce que voilà. C'est normal? Monsieur le professeur, vous savez, vous avez répondu à ma question en disant que la coalition des 14 oui. a demandé qu'il y ait une enquête. Ne pensez-vous pas que l'accusation n'est pas adressée à la coalition des 14? Oui. L'accusation a été singulière. Elle concerne le PNP. Ne trouvez-vous pas que le PNP devrait lui-même, solennellement, réagir pour que ses militants, pour que le peuple togolais, pour que le monde tout entier sache que le PNP prend responsabilité, assume ses responsabilités, c'est un grand parti politique, assume ses responsabilités et voudrait déclarer aux yeux du monde entier que le PNP n'est pas un mouvement djihadiste. Ne pensez-vous pas que le PNP doit le faire lui-même? Oui, par la voix du représentant du PNP en France, M. Kosiga Angla, cela a été fait. Bon, okay, merci. Et en dehors de ce que les gens de la coalition ont fait, par sa voix, il a fait au nom du PNP. Et peut-être que les gens auraient souhaité que le président du PNP lui-même puisse dire quelque chose. Mais c'est ce que nous sommes en train d'apprendre au Togolais. Lorsque vous créez un parti, le président du parti ne devait pas être un maître à tout faire. Il y a des représentants qui peuvent faire certaines choses. Pas nécessairement tous les jours le président. C'est à quoi nous assistons au niveau du régime et nous sommes mécontents. Parce que tout ce qui se passe, si Ford ne dit pas un mot, rien ne se passe. Moi, écoutez, j'avais un ami ici qui est parti de chez moi ici. Il était zélé du régime, il partait tous les jours au pays parce qu'il voulait se faire une place à l'ombre aussi. Un jour, il a confié à un de ses amis ici que, le Togo, si tu veux quelque chose, tu n'arrives pas à Fort, tu peux voir le ministre n'importe comment, rien ne va se passer. Ça veut dire que les pouvoirs sont concentrés aux mains d'une seule personne. Les ministères que vous voyez là, ils ont des portefeuilles seulement. Hein. Ils ne font rien, ils ne prennent aucune décision. Toutes les décisions viennent d'ailleurs. D'ailleurs, entre-temps, monsieur, l'ancien secrétaire... Allez-y, ça va, on comprend bien. L'ancien secrétaire d'État ou bien ministre, ouais. il a reconnu. Il a dit lors d'une interview que les gens devaient cesser à chaque fois
de référer au chef d'État de l'État avant de s'exprimer. Ils n'ont qu'à penser par eux-mêmes et prendre des initiatives. Ce que j'ai salué. Je n'approuve jamais des actes ou bien des déclarations de témoins, mais au moins ça là, j'ai vu en lui soit une prise de conscience sincère, soit juste pour amuser la galerie. Mais il a reconnu. On m'a aussi dit que lors d'une réunion à laquelle assistait JSK, what do you call him again, le ministre, l'ancien ministre français, ou bien il était de la FMI. Il y a Dominique. C'est lui qui a eu des problèmes à New York là. Oui, c'était lui. Il semble qu'il était venu pour une consultation sur quelque chose là. Il était là-bas avec les ministres. Il voulait écouter les ministres sur leur programme. Que chaque ministre qui prenait la parole sous la direction du chef de l'État, le gars était ce qu'il leur a demandé, mais finalement, vous-même ici, qu'est-ce que vous pensez? Vous voyez? Donc, quand les gens ne peuvent pas prendre des initiatives d'eux-mêmes, tout se repose sur le chef de l'État. Je ne sais pas si c'est le chef de l'État qui les empêche de prendre des initiatives individuelles ou c'est eux-mêmes qui sont incapables. Les deux choses liées. Moi, je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir pourquoi cela se passe. Donc, voilà ce qui se passe. Et nous, on dit que quand on voit ça, on n'est pas content. Nous disons que même au sein du RPT, il y a des jeunes qui sont capables de penser par eux-mêmes et être ministres. Lorsqu'on leur refuse ces postes-là, on refuse ces postes-là à l'opposition, on refuse ces postes-là à tout le monde. Seulement à un cercle où les gens peuvent être ministres pendant 20 ans. Vous avez vu ça dans quel pays? Être ministre pendant 20 ans, c'est devenu un emploi, une profession. Alors que être ministre n'est pas une profession. Non, 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 non. Ce n'est pas une profession. C'est un poste de service public où tu vas dire fais ton temps, quelqu'un vient, il prouve ce qu'il peut faire, et puis on passe pour améliorer le pays. Mais quand quelqu'un est là pendant 20 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne pourra rien faire que de se verser dans la corruption, exagérer, comme ils le font. Ok, monsieur le professeur Inoussa et Issifou, revenons sur la déclaration de monsieur le colonel Ourokoura Agarazi. Dans sa déclaration, il parlait des casses des édifices. Il faisait référence à ces casses par rapport au mouvement djihadiste, par rapport à ce qui se passe à Tombouctou. En toute honnêteté, vous connaissez bien Sokoré, vous connaissez bien Bafilo, vous connaissez bien ces régions-là. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut aller jusqu'à décrire, jusqu'à comparer cette ville? Moi, je connais bien la région. Est-ce qu'on peut aller, vraiment, en tant que Togolais, comparer cela à ce qui se passe à Tombouctou? Oui, le problème, c'est que beaucoup de choses échappent à monsieur le ministre. Et là, peut-être que par ignorance, alors qu'on dit qu'on ne peut pas plaider ignorant lorsqu'on commet un crime. Donc, je ne peux pas disculper M. Agadazi parce qu'il est ignorant de ce qu'il est en train de dire. Du moment où il a pris la décision de dire ce qu'il a dit, il doit endosser la responsabilité. Pire. Donc, je vais tout simplement dire que la comparaison que M. Agadazi a voulu établir, parce qu'au Mali, lorsque les djihadistes étaient arrivés, ils avaient détruit les mausolées, etc., etc., que parce que c'est ce que le djihad enseigne. Non. Je dis que M. Agadazi, malheureusement, c'est un musulman qui prétend aussi connaître bien sa religion. Voilà. Et il a aussi parlé du fait qu'il y ait beaucoup de imams comme conseiller de M. Achadam était signe que le PNP était du parti politique, était devenu une révolution. Il a dit beaucoup d'imams sans vouloir citer leur nom. Le seul imam que les gens connaissent au Togo proche du PNP, c'est l'imam qu'ils ont arrêté. En dehors de lui, il n'a qu'à me donner un seul imam au Togo qui est conseiller du PNP. Lui, Agadazi, les imams dont il parle, il dépend d'eux. Quand ça chauffe, il va se confier à eux pour des prières.
pour recevoir des conseils, mais personne ne l'a accusé de djihadisme. Mais ça, quand c'est les autres, voilà, ils n'ont pas le droit d'avoir des conseils d'un imam ou quoi que ce soit. C'est là où c'est un peu gauche. Je le répète, M. Agadadi fait tout ça là pour son ventre. C'est son ventre qu'il est en train de protéger. Ce n'est pas fort, ce n'est pas l'IRPT. Il le fait à son nom pour pouvoir garder ce qu'il a maintenant et pour faire en sorte que le régime soit là afin qu'il puisse jouir de façon infinie des délices du pouvoir. C'est ce qui se passe. Sinon, moi, je ne vois même pas ce qu'il est en train de dire. Lorsqu'il a parlé de mausolées détruits ailleurs, et il fait référence aux édifices publics, il dit même que c'est ce que les gens enseignent. Moi, je lui réponds que moi, je n'ai jamais assisté à un enseignement où on demande aux gens d'aller détruire tel ou brûler tel, c'est du djihad. Moi, je n'ai jamais vu ça dans aucun livre saint. Peut-être que Gaddafi a un autre livre qu'il utilise, il a un autre Coran qu'il utilise. Si c'est le cas, alors ça fait son problème. Parce que le Coran que tout le monde connaît n'a pas décrit le concept de djihad comme ce qu'il a dit. Lui, sa définition est une définition purement à part. Et nous lui demandons où est-ce qu'il a trouvé cette définition-là. Donc c'est là où sa mauvaise foi est démontrée par A plus B. Il sait ce qu'il fait. La fois passée, pas plus qu'avant-hier, le vendredi passé, un imam au Togo que les gens croient proche du pouvoir a fait allusion à ce qu'Al-Gaddafi a dit. Il a interpellé Al-Gaddafi, il lui a dit, mon frère, vous vous amusez avec ce terme-là. Soit ce que vous dites, vous avez les preuves, montrez vos preuves, soit si vous n'avez pas de preuves, si c'est la politique que vous jouez, venez confesser que non, c'était la politique. C'est ce que l'imam lui a dit. L'imam a même précisé que peut-être que Agaddafi serait dans sa mosquée puisque c'est là où il prie les vendredis. Il dit peut-être que vous, monsieur Agaddafi, monsieur le ministre, peut-être que vous êtes dans la foule ici. Ce que je vous demande, c'est d'apporter vos preuves ou bien de venir démentir et dire que non, c'est la politique que vous faites. Nous attendons, peut-être qu'il entendra raison, il viendra, ou bien il ne viendra pas le faire parce qu'il est hypocrite, c'est tout. Donc ce n'est pas une seule personne, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement les gens de l'opposition qui sont un peu bouleversés par ces déclarations. C'est tous les Togolais. Le Togolais qui aime son prochain Togolais, politique à part, va se dire non. Le ministre est allé trop loin. Monsieur le ministre, quelle a été la réaction des frères et sœurs de M. Ouroukoura Grazi quand il a fait cette déclaration, quand il a comparé ses frères et sœurs à ce groupe islamique? Quelle a été leur réaction sur toutes les villes de Bafilo et de Sokoré? Non, il faut aller seulement sur les réseaux sociaux pour écouter ce que les gens ont dit. Il y a eu plusieurs réponses à monsieur, que ce soit en thème, en français, même en mina. Il y a eu des réponses pour non seulement condamner le fait même qu'il puisse penser que c'est le cas, mais aussi rejeter ces accusations sans preuve. C'est tout. Si c'était dans un pays sérieux, Agaddafi doit être traduit en justice devant les tribunaux, puisqu'il est allé publiquement mentir. En mentant, en disant ça, il cause. C'est pas la peur dans la population. Et les gens, ici c'est en Amérique, ici, tu auras des gens pour le poursuivre parce qu'il aura causé des torts émotionnels. Parce que ce n'est pas quelque chose que les gens souhaitent dans leur pays. Et toi, tu vas et tu déclares que, bon, ils sont là et on te demande les preuves, tu n'arrives pas. C'est là où ça fait un peu mal. Du point où, même depuis hier, les gens ont commencé par crier qu'ils sont allés négocier avec certains jeunes burkinabés afin de les amener au Togo, les présenter comme quoi c'est eux qui sont ces djihadistes-là dont Agaddafi parle. C'est depuis hier ce que nous avons suivi. Bon, maintenant, connaissant le régime, connaissant son passé malhonnête, les gens, certains ont cru qu'ils sont capables de le faire. Donc, jusqu'à présent, peut-être qu'Agaddafi, il a déjà fabriqué ses preuves en disant cela. Ou bien, si Dieu arrive ils arrivent à se rappeler de Dieu que le mensonge, ce n'est pas bon, peut-être qu'ils vont abandonner leur projet macabre. Parce que le RPT ne fait rien sans rien.
Quand moi je me réfère à ce qu'ils ont fait dans les affaires d'incendie, moi j'ai dit que ce régime est prêt à tout, pourvu que le pouvoir leur soit gardé. Moi, ce que je dis à ce régime, lorsqu'en 1993, ils ont fait cette histoire d'incendie de marché Kara et Lomé, c'était quoi? C'était pour, n'est-ce pas, casser la dynamique que le CST avait déjà retrouvée. Et ils ont réussi, puisque lorsqu'il était question de déposer les candidatures, les candidats étaient en fuite partout. Certains étaient en prison quand on est allé chercher leurs pièces de naissance. Tout ça là a fait que le RPT a pu capitaliser pour gagner ces élections où la majorité leur est garantie aujourd'hui. C'est un plan macabre. C'est un crime qu'ils ont commis pour conserver le pouvoir. Dans l'histoire, ça s'est déjà passé. Adolf Hitler l'a fait en Allemagne. Lorsqu'Adolf Hitler est arrivé au pouvoir après 1933, son parti a gagné les élections, mais Hitler ne s'était pas présenté comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a neutralisé le président de la République. En faisant quoi? En faisant incendier le Parlement. Et pour faire porter la responsabilité au président. C'est comme ça qu'il a pu s'injecter au milieu pour rendre tout et prendre tout. Et il a commencé par imposer son régime nazi. Sinon, le premier gouvernement que le parti de Hitler a formé, il y avait moins de 5 nazis dans le gouvernement. Mais après avoir posé cet acte-là, c'est là où il a amené les nazis dans le gouvernement. Et tout le monde sait ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, le régime togolais a fait ça avec le feu, les incendies, et il est en train de vouloir faire la même chose avec le truc des accusations djihadistes. Puisque à chaque fois qu'il voit qu'il est acculé, il va trouver un moyen pour, de façon dramatique, poser un acte criminel qui puisse distraire les gens. Nous sommes en train de parler de ça aujourd'hui maintenant. On est en train d'en parler. Pendant ce temps, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Qui sait ce qu'ils sont en train de préparer? Dieu seul sait. Alors, soit Agaddafi le fait pour lui-même, ou soit c'est un plan du régime qu'il est en train d'exécuter. Mais ce que je veux que ces gens-là sachent, c'est que le peuple togolais ne va pas plus se laisser faire. Tout le Togo va se lever comme un seul homme pour s'opposer à quelque plan macabre que ce soit dans le cadre de ces accusations-là. Ça, soyez-en sûrs. Monsieur Inoussa, Monsieur Sifou, est-ce que vous pensez que si Monsieur Agadazi venait à faire son mea culpa, le peuple thème va le lui pardonner? Et ça dépend de comment il a fait ce mea culpa là. S'il reconnaît qu'il a menti, déjà en disant que ce qu'il a dit c'est faux, c'est déjà suffisant pour nous. C'est déjà suffisant. Vous savez, le peuple thème est un peuple tolérant. Vraiment. Les soldats qui étaient à Sokodé, qui rentraient dans les maisons, tabassaient les gens. Moi, un jour, j'étais ici, on m'a appelé, c'était la marche du 6 et 7 septembre. Les soldats avaient déjà tabassé les gens à Bafilo et dans les villages environnants. Mais lorsque on les a amenés à Soudou pour contrer la marche du 6 et 7, on m'a appelé ici pour me dire que le chef canton de Soudou a fait préparer de la nourriture pour les soldats. Il dit quoi? Donc, il leur a dit, ils vont manger cette nourriture-là, demain ils vont vous tabasser. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont mangé et le lendemain, quand les gens sont sortis, ils les ont tabassés. Mais les gens sont encore prêts à nourrir les soldats quand ils viennent. Ça fait leur problème. Tu vois, donc M. Agadazi, s'il vient s'excuser, dire, bon voilà, j'ai dit ça parce que j'étais pris par une passion ou bien mon ventre m'a caché la vision, la vue. Je demande pardon. Non, les gens vont dire, c'est seul Dieu peut punir celui qui veut, quand il veut. Nous sommes qui pour ne pas te pardonner? Nous ne sommes rien, nous sommes personne. C'est Dieu seul qui sait faire le jugement dernier. Et les gens vont lui dire, va-t'en, vas-y. Et bon, Dieu va faire son travail parce que nous, on te pardonne. C'est tout. C'est tout ce que les gens peuvent attendre maintenant de lui. Mais sa connaissant Agadazi, ça fait un troisième acte qu'il pose. Un acte dramatique qu'il pose contre son propre peuple. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc, en un mot, si on peut se résumer,
nous pouvons sur les antennes de Tempo Afrique TV dire, confirmer que les déclarations du ministre togolais de l'Agriculture, M. Urokura Agrazi, sont de fausses accusations. C'est faux et archi faux. C'est des contre-vérités. C'est des fabrications à dessein, je ne sais pas, ventrocratique, si je peux le dire. C'est ça, c'est pour conserver ses intérêts, c'est tout. C'est pourquoi j'insiste que ce n'est pas dans l'intérêt du fort que des gens comme ça puissent aller parler en son nom. Puisque, quel que soit le cas, Sokodé sera encore là, Bapilus sera encore là, les membres du PNP seront encore là, ils sont tous des Togolais. Et donc, si des élections devaient avoir lieu proprement, même après le départ de Faure, le parti qu'il a créé peut aussi prétendre aller demander des suffrages auprès de la population. Donc il ne faut pas oublier ça. Il faut que Faure sache qu'après lui, la vie va continuer. Et lui-même, il va continuer par vivre. Et même au Togo, puisque c'est un Togolais. Tous les membres du RPT qui font du Dieu, même Agadazi, personne ne va faire du mal à Agadazi. Agadazi est son propre ennemi. Il n'a pas d'ennemi dans la région de Tchaoudji. C'est lui-même son propre problème. Et ça fait son problème. Tant pis pour lui. Il est son propre ennemi. Bien, je pense que nos téléspectateurs et toute la diaspora togolaise ici aux États-Unis est fixée. Monsieur le professeur vient de confirmer que son parti, je dis son parti, que le Parti national panafricain n'est pas un mouvement djihadiste pur et simple, et que les déclarations de monsieur le ministre togolais de l'Agriculture en la personne de monsieur du colonel Urokura Agrazi ne sont que de fausses spéculations. Monsieur le professeur, parlons maintenant du Parti national panafricain. Ok, comment se porte le Parti national panafricain? Comment se porte-t-il? Moi, je pense que le parti se porte à merveille, comme vous le voyez. Le parti dont le président a été élu parmi les 25 Africains qui ont marqué l'histoire de l'Afrique en 2017. Un parti qui est seulement vieux de 2 ou 3 ans, dont le leader se hisse déjà à ce plan international. Moi, je pense que le parti se porte à merveille. Et quand tu vois l'engouement autour du parti, que ce soit sur le plan national que sur le plan international, qu'est-ce que l'on va vouloir de mieux que d'avoir beaucoup de personnes qui accourent vers un parti pour pouvoir dire nous soutenons la démarche du parti. Moi, je pense que le parti se porte bien et il a même le vent en poupe. Ok. Vous savez, dans votre introduction, j'ai dit que M. Tchadam a révolutionné la politique togolaise de 2017. Est-ce que c'est une exagération de ma part ou bien c'est une pure réalité? Moi, je pense qu'aujourd'hui, 99% des Togolais vont te dire que c'est une réalité. Parce que vous savez quoi? Je ne dis pas que les autres partis avaient complètement disparu. Mais le RPT a su faire un jeu au point où il pensait que, comme les Ivoiriens le disent, devant nous c'est maïs, avançons seulement. Il pensait que tous les partis là étaient devenus maïs. Donc il fallait marcher sur eux. Même jusqu'à la veille du soulèvement populaire conduit par le PNP, il y a des ministres qui étaient sur les antennes qui disaient que non, l'opposition togolaise n'existe plus, ils ne pourront jamais mobiliser les gens. C'est pourquoi ils ne cessent de dire. Moi, j'ai été surpris. Vous savez que le gouvernement togolais a envoyé un document aux États-Unis ici. Un document qui a fait parler de lui partout. Moi, j'ai parcouru le document là de A à Z. J'ai souri. Puisque même dans les documents qu'ils envoyaient ici, ils ont dit que nous n'avons pas vu le PNP venir. En toute honnêteté, je suis politicien de longue date, je n'ai pas vu PNP venir. Je ne l'ai pas vu. On ne doit pas dire ça sur les documents officiels qu'ils envoient aux autres. Parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Vous voyez? C'est parce que les gens, ce qui se passe, c'est parce que les gens pensent que nous avons le pays là dans la main, dans la paume comme ça. Personne ne pourra bouger.
Si quelqu'un a faim, il veut gesticuler, on lui bouche la bouche par l'argent. S'il ne veut pas obéir, on utilise la force et puis on impose un silence catégorique à lui. C'est ce qu'ils ont utilisé depuis là. Ils ont pensé que ça va marcher. Mais ils ont oublié que lorsqu'un peuple est décidé, quel que soit ce que vous faites, les gens sont prêts. C'est la détermination là qui les fait peur. C'est ça. Ils se demandent comment le peuple togolais d'un coup a pu devenir un peuple déterminé, si déterminé que même devant les chars, les gens sont prêts à marcher. C'est ça qui inquiète le régime. Et du point où il faut inventer des trucs djihadistes par-ci, par-là. C'est que les gens sont déterminés. Et lorsque vous êtes en train de faire une lutte pour votre dignité, je vous dis que rien ne vous arrête. Est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Quel rôle vous jouez au sein du PNP? Parce que vous, au niveau de la diaspora togolaise ici aux États-Unis, vous êtes vraiment sur plusieurs fronts. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Ici au niveau des États-Unis, vous êtes le conseiller, vous êtes le mentor, vous êtes le coordinateur de beaucoup de mouvements très efficaces qu'on ne voit pas, mais qui sont très efficaces. Alors dites-nous, je ne sais pas si nous pouvons faire le scoop sur de cette information, quel rôle joue Monsieur le professeur au sein de la classe politique du PNP? Oui, non, on va dire au sein de la classe politique du PNP, peut-être que je peux dire que c'est peut-être trop, c'est pas demandé, mais ce que je sais, et comme l'a dit Feu Thomas Sankara, qu'en son temps, il disait qu'il soutenait tous les mouvements révolutionnaires tendant à la libération de l'Afrique. Ouais. Mon rôle ici dans la diaspora, j'ai commencé par jouer ce rôle prominent dans la diaspora depuis 2005, à la mort d'Yadema. Et donc, je n'avais pas un penchant pour un parti donné. Pour moi, c'est le Togo qui gagne. Ouais. Tout parti qui se pointe, qui me donne, c'est pas l'assurance qu'il peut faire quelque chose pour changer les choses au Togo, j'apporte mon soutien. Ouais. En tant qu'activiste, en tant que société civile, en tant que politique. Donc aujourd'hui, peut-être que les gens peuvent m'assimiler au PNP parce que je suis dans ce qu'on appelle le groove du moment où il y a quand même des idées que j'épouse. Des idées du Togo de demain que j'épouse. D'abord, le PNP, le leader du PNP dit que je veux qu'il y ait alternance au Togo, quitte à n'importe qui de venir essayer aussi de prouver au peuple qu'il peut faire quelque chose. Donc quand vous savez, vous voyez un leader qui dit que je ne me bats pas pour devenir président, mais je veux que le champ soit un peu libre, afin que chaque fils du Togo, fût-il un paysan, puisse aussi rêver à être président. Moi, ça, c'est un langage qui convainc. C'est un langage qui attire. Voilà. Donc, c'est un peu différent des autres. C'est un peu différent des autres langages. C'est un peu différent. Donc, ce qui fait que, en tant qu'homme, la versatilité, c'est en politique qu'on peut parler de versatilité. Parce qu'il faut savoir faire le choix au bon moment. À chaque fois qu'il y a un truc qui se passe en politique, c'est le choix du bon moment. Il faut être pragmatique. Non seulement ça, il faut être utilitarien tout. Parce que lorsque vous savez que vous avez essayé ceci, cela, ça n'a pas réussi, il faut essayer quelque chose aussi, d'autre aussi. Donc sans pour autant aller trop loin, je dirais que je sympathise beaucoup avec les actions du PNP, du point où d'aucuns peuvent m'assimiler à tort ou à raison au PNP, mais je défends toute la coalition parce que je sais qu'ils sont en train de défendre une cause noble que je partage, bien que l'instigateur, n'est-ce pas, soit le PNP, mais c'est la cause commune et d'ailleurs je salue cette union-là retrouvée qu'on avait souhaité depuis longtemps.
Voilà, si je vous ai posé la question, c'est justement parce que j'ai remarqué dans vos interventions que vous épousiez la philosophie, même la ligne de conduite même du Parti panafricain, du Parti national panafricain. C'est ce qui a fait que j'ai lu à travers les lignes que vous aviez un penchant de ce côté. Maintenant que vous avez expliqué, et ça m'éclaire un petit peu. Voilà, maintenant vos mouvements ici, comment vous arrivez à coordonner tous ces mouvements-là? Vous savez, depuis que vous intervenez sur Tempo Afrique TV, j'ai fini par prendre goût de ce que vous dites, de votre philosophie. Voilà, vous êtes coordinateur aussi de CEMAC, j'ai appris, n'est-ce pas? Mouvement, oui, de CEMAC, de coordination des mouvements associations de la diaspora. Oui. Okay. Qui regroupe peut-être une dizaine de mouvements d'Europe et d'Amérique et du Canada. Yes. Ouais. Ok. Ça, c'est un grand travail. Si est-ce qu'on peut savoir comment vous arrivez, ou bien c'est un secret de travail, comment vous arrivez à coordonner tous ces mouvements-là? Parce que je connais beaucoup, déjà à Minusura ici, qui sont sous vos conseils, sous votre mentoring. Je ne sais pas, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bon, on en reviendra plus tard. Sur ces mots. Je pense que le temps nous fait défaut, mais j'ai une doléance du côté de la direction de Tempo Afrique TV. Si vous pouvez nous faire l'honneur de nous négocier une interview avec le président du PNP sur Tempo Afrique TV dans cette émission spéciale edition, ça nous ferait extrêmement plaisir et ça serait le scoop de 2018 au niveau des médias africains. Ça nous ferait, ça c'est une requête que personnellement je vous adresse au nom de la direction de Tempo Afrique TV pour le parti national panafricain, même si le président n'arrive pas lui-même personnellement à nous accorder une interview, je sais qu'il va le faire parce que la diaspora africaine ici, togolaise particulièrement ici aux États-Unis, suit bien cette télévision. Et comme nous luttons pour que la diaspora participe au vote, aux élections au Togo, je pense que ça va dans l'intérêt. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Il peut accorder des interviews à beaucoup de médias, mais moi, Yves Kenao, et par la voix de la direction de Tempo Afrique TV, nous vous faisons la requête et nous vous prions de transmettre notre requête à Monsieur le Président du Front du Parti national panafricain. Alors, Monsieur le professeur Issoufou, quel message avez-vous à adresser au peuple togolais, aux membres du PNP, à la coalition des 14 et au gouvernement togolais, afin que notre pays, le Togo, puisse connaître la paix, puisse connaître la prospérité et puisse connaître l'alternance dans la paix? Oui, au peuple togolais, je vais d'abord saluer le courage de ce peuple-là, ce peuple qui n'a jamais perdu espoir quant à la réalisation de ses aspirations les plus nobles, qui sont la liberté d'expression, qui sont le droit du peuple à choisir ses gouvernants dans la transparence et dans l'équité, et aussi le droit du peuple, n'est-ce pas, à dire non à des choses qui ne les arrangent pas. Ça, je salue ce courage-là parce que le Togolais n'a jamais perdu cet espoir malgré le nombre d'années. 50 ans, c'est trop, mais il est toujours, il espère toujours qu'un jour, cela va se passer. C'est pourquoi d'ailleurs, il est encouragé. Tous les jours, il sort pour demander, n'est-ce pas, la réalisation de ces aspirations-là. Aux militants du PNP, et ce que je vais dire, je vais seulement reprendre les mots du président du PNP. Lorsque le terme Asugbalolo est sorti, nous y ayons, tout le monde l'utilise maintenant. Le PNP a toujours dit que c'est les mains nues qu'il va manifester, c'est les mains nues qu'il arrivera à faire plier ce régime. Le PNP
demandait quoi? C'est le retour à la Constitution de 1992. C'était si simple. Et cela s'est passé les mains nues depuis là jusqu'à présent. Nous n'avons pas encore vu un seul militant du PNP tenir même un petit couteau de cuisine dans les marches. Au contraire, c'est les gens du régime qui ont infiltré les marches avec des fusils ou bien des sabres. Et on les a arrêtés. Lorsque les gens les arrêtent, ils ne leur font pas du mal. Ils les amènent et ils les remettent aux forces de sécurité. Vous pensez que si c'est des violents, ils vont laisser ces gens-là vivre? Lorsqu'ils sont venus pour faire du mal, on les prend et on les remet aux forces de sécurité. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas ainsi. Ils vont subir le sort qu'ils sont venus, ils ont voulu causer aux autres. Mais tout ça là, c'est bon. Dieu est grand. Il faut toujours continuer par croire que, même pacifiquement, tout est possible. Nous vivons en Amérique ici. Dr Martin Luther King n'a pas lutté avec des armes ici. Mais ce qu'il a pu obtenir, nous-mêmes nous sommes ici, c'est grâce à ce qu'il a pu obtenir. Donc ça veut dire que la non-violence, elle paye. Et je demande à tous les militants de suivre les directives données par le président et de demeurer dans la non-violence dans cette lutte. Parce que la violence n'arrange personne. Personne ne bénéficie de la violence. Parce que celui-là sur qui tu vas exercer ta violence, c'est l'enfant d'un autre. C'est pourquoi moi je pense que les militants du PNP sont suffisamment éduqués, informés qu'on ne connaîtra jamais de violence venant du PNP. Ça, soyez-en sûrs. Maintenant, quant à la classe politique togolaise et au régime, comme je prends encore l'analogie c'est pas du président du BNP, quand il a parlé de la chèvre et du piquet auquel la chèvre est attachée. La corde, le piquet et puis la chèvre. Il dit que tous ont le même sort. C'est parce que le piquet est là que la chèvre est toujours là. Lorsque la chèvre arrivera à emporter ce piquet-là, tous vont aller. Donc ça veut dire que le bien-être du Togo, le bon vivre ensemble au Togo bénéficie aussi bien au régime en place qu'aux Togolais dans leur ensemble. Ce n'est pas un seul cas, un seul camp. Quand il y a violence, quand ça dégénère, on ne va pas chercher à savoir qui est qui. Vous voyez, la violence est aveugle. Elle s'averse sur tout le monde. Je vais vous raconter une histoire. À Bafilo, à Sokodé, lorsque les soldats passaient de maison à maison pour tabasser les gens, vous allez croire que c'est les gens de l'opposition seulement qui subissaient. Moi, je connais des gens du RPT qu'on a tabassé parce que les soldats ne leur demandaient pas, toi tu es du RPT ou pas. On tabassait seulement parce qu'il est de Bafilo ou de Sokodé. J'en ai connu. C'est pourquoi je demande au régime, s'il vous plaît, yes, vous avez la force, l'armée est là, mais il faut pas oublier que même l'armée là, ce sont des fils des autres. Donc ça veut dire que vous comptez sur la protection des enfants d'autrui. Un jour, cette protection peut partir. Et là, vous êtes fini. Alors, il faut qu'on puisse créer des conditions pour que... Le Togo, c'est un petit pays. On n'a pas le luxe, on ne peut pas s'offrir des luxes, des mésententes jusqu'à conduire à des scènes de violence. C'est pourquoi lorsque les soldats étaient sortis, les miliciens étaient sortis, ce qu'ils ont fait, moi j'ai été beaucoup touché parce que je me demande ce qui a dû arriver à nos soldats pour haïr leurs propres concitoyens. Nous sommes ensemble. Vous vous connaissez, vous vous côtoyez tous les jours. Vous avez loué dans les maisons de ces gens-là. Et subitement, vous êtes devenus des loups pour eux. Pour la simple raison qu'ils disent, s'il vous plaît, ça va, essayez de partager un peu, chacun va avoir un peu le gâteau national. Donc, moi, je dis en clair que je demande à l'opposition, je demande au régime de rapidement faire en sorte que, si c'est le dialogue qui va nous sortir de cette crise, qu'ils aillent à ce dialogue-là, discuter, se dire la vérité et de faire en sorte que le Togo soit placé devant tous les intérêts possibles pour sauver ce pays-là. Parce que le Togo, c'est un bien commun à nous tous. Nous voulons seulement le bien vivre ensemble. C'est ce que nous voulons pour le Togo. Lorsque le Togo va changer, on ne va plus regarder qui est RPT, qui est UNIR.
nous disons que nous tous, nous sommes des Togolais, nous avons pu régler nos problèmes. Mais une chose est sûre, tout le monde, y compris les tenants du régime, savent où se trouve le problème. Si on est honnête et on va résoudre ce problème-là là-bas, c'est fini, tout est fini. Le Togo est parti. Mais si on essaie d'oublier ça pour faire autre chose, c'est là où je ne sais pas. Le lendemain, je ne peux pas prédire le lendemain ici. Je ne peux pas. Parce que les gens se disent que cette fois-ci, nous n'allons plus nous taire. Nous sommes devant, on sera toujours dans les rues. Jusqu'à 10 ans, on y sera. Et voilà. Si le régime dit que non, nous, on va sortir vous mater. Vous voyez? Mater, etc., etc. Il y aura des bavures inutiles. Alors qu'on sait ce que le peuple veut. Donner le peuple ce qu'il veut, et puis c'est fini, on n'en parle plus. C'est fini. J'avais déjà parlé de l'histoire de la Révolution française, lorsque la dame Marie-Antoinette, la femme de Louis, comment l'appelle-t-on, Louis XVI, lorsque elle avait prononcé ce mot-là, lorsque les gens réclamaient, elle leur a dit « allez manger des gâteaux ». Les gens qui souffraient, ils n'ont pas pris ça en bien. C'est ça qui a causé la Révolution française. Et nous sommes là, l'histoire l'a retenu, 1789. Ils sont partis, ils ont été, etc., etc. Moi, je ne veux même pas qu'on en arrive là. Moi, j'aime le Togo. Je veux que tout le monde aime le Togo comme je l'aime. Je point où, si les gens se demandaient si mes actes vont causer la violence au Togo, je ne vais pas les poser. Si mes actes vont ôter la vie d'un Togolais, je ne vais pas le poser. Si tous les Togolais peuvent commencer par penser ainsi, je pense que nous allons trouver une solution rapide. Il s'agit du pouvoir, il s'agit de l'alternance. Je ne sais pas que Ford va me dire, ici, si on l'appelle, il va me dire qu'il ne sait pas que dès qu'il va décider de dire aux Togolais que j'ai compris, j'ai fait 13 ans, je vais terminer 15 ans, c'est fini ou bien je m'arrête, je veux que quelqu'un aussi vienne essayer. Vous pensez que les gens vont se mettre à se battre entre eux? Non. Les gens du RPT, les gens de l'opposition, tous vont se saluer, mettre dans la main pour commencer par vivre ensemble, pour commencer par gérer le pays ensemble. C'est ce que moi je souhaite. Il n'y aura jamais de chasse aux sorcières au Togo. On ne va pas permettre ça. Nous souhaitons que tout le monde reste au Togo et qu'ils voient ce que les autres vont faire de mieux. S'ils ne peuvent pas, ça va changer. Les autres vont prendre, c'est tout. Ce n'est pas une affaire de tuer l'autre. Non, non, non. Nous ne sommes pas dans la logique là. Nous sommes des gens modernes. On peut faire l'alternance sans effusion de sang et je pense que les Togolais sont capables de le faire. C'est pourquoi je les invite à aller vite au dialogue pour pouvoir régler ce problème d'alternance au Togo parce que nous attendons depuis. Nous avons 50, 49, 48 ans. C'est trop. On ne peut pas vieillir dans un Togo sous un seul régime. Ça, moi, je le dis clairement ici, il faut que cela bouge. C'est toute la solution qu'on peut trouver. Et cela peut se passer dans un dialogue où il y a des garanties pour les uns et pour les autres, afin d'amener tous les Togolais à se serrer la main. Et puis, dans la douceur, progressivement, on peut arriver à cette alternance-là dans des délais très courts. Oui. Merci donc, merci monsieur le professeur. Je vous rappelle que c'était monsieur Moussa Issifou, il est professeur, maître conférencier à l'université de la Caroline du Nord ici aux États-Unis. Monsieur le professeur, on nous serait vous remercier. Merci beaucoup pour... on sait que vous êtes un homme vraiment très busy, très occupé, mais on vous remercie du temps que vous nous avez accordé. Merci encore une fois. Merci. Et on vous retrouve une autre fois sur les antennes de Tempo Afrique TV. Bien de choses à la famille là-bas au North Carolina. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Mesdames, messieurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Nous avions parlé du Togo, nous avons parlé de cette déclaration incendiaire du colonel Urukura Agarazi sur le PNP et ses militants. Ce que monsieur le professeur vient de dénier, il vient d'affirmer haut et fort que c'est un mouvement politique qui respecte
toutes les règles de la politique togolaise. Mesdames, Messieurs, Malick Sall, merci. Vous qui aviez suivi Special Edition d'aujourd'hui, je vous remercie. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Je vous dis que la semaine prochaine, ça sera très fort. Mais en attendant, le jour qu'on va voir le président du PNP dans cette émission Special Edition, vous serez les premiers à avoir le scoop sur Tempo Afrique TV. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci. Bye bye. Que Dieu vous garde bien. Bonne nuit. Merci. À Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.